Vous voyez un peu la manifestation qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire le 9 août. Voici la sortie des opposants qui ne veulent pas du 4e mandat de Alassane Ouattara. Voici comment ils se sont mobilisés pour sortir. Il n'y a pas eu besoin de faire les lives. Ils ont dit le 9 on va sortir pour dire non au 4e mandat. Ça c'est les Ivoiriens du PDCI et du PPAC, deux partis politiques. C'est ce que l'on vous demande de faire au Togo. Si vous voulez vraiment libérer votre pays, si vous êtes contre la gouvernance des Foy Assemblée. Mais je pense que vous allez finir par voir qu'il n'y a que vous qui pouvez sauver votre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Voici des Ivoiriens qui sont mécontents du pouvoir actuel, qui sortent pour essayer de manifester. Donc voilà ça qui est là. Bienvenue Sam. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une source vidéo assez spécifique. Elle nous parle d'un événement en Côte d'Ivoire, une manif le 9 août dernier, contre un possible 4e mandat présidentiel pour Alassane Ouattara. C'est ça. La vidéo, elle est courte, mais elle montre bien cette mobilisation. On voit des militants et le commentaire précise qu'ils sont du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, oui, et du PPAC, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. L'auteur insiste sur leur détermination. Et ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est un détail que l'auteur souligne. Ah oui? Lequel? Il dit que la mobilisation se fait sans appel via des lives, sans ces diffusions en direct sur Internet, quoi. Pourquoi insister là-dessus, d'après vous? Mais c'est intéressant comme remarque. En fait, en disant ça, l'auteur suggère que c'était pas... Comment dire? Pas juste un truc organisé en ligne, quoi. Plutôt quelque chose de plus organique. Plus spontané, peut-être. Oui, voilà. Quelque chose qui viendrait vraiment du terrain, des gens eux-mêmes. Ça donne cette image d'une action directe, moins digitale. D'accord. C'est une manière de cadrer l'événement. On sent bien, à travers les images et le ton, le mécontentement de ces manifestants ivoiriens. Mais on comprend assez vite que la vidéo, elle ne fait pas que décrire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ah non, pas du tout. Le commentaire prend une autre tournure. En fait, cet événement ivoirien, il est utilisé comme un exemple. Un exemple très direct pour un autre public. Les citoyens togolais, c'est ça? Exactement. Le message devient alors très clair, très politique. Il y a une comparaison qui est faite. Et comment il est formulé, ce message? C'est direct? Très direct, oui. La vidéo dit en gros aux Togolais « Regardez ce qui se passe à côté ». Elle les encourage à s'inspirer de ça, à prendre leur destin en main pour libérer leur pays. Et quand il dit libérer leur pays, la référence à la situation au Togo, elle est? Elle est implicite, mais évidente, oui. Ça vise la gouvernance actuelle, celle de Faure Gnassingbé. L'idée qui est martelée, c'est que personne ne viendra faire le changement à leur place. Ça doit venir du peuple. Il y a cette phrase qui m'a marqué, elle revient comme un slogan. Laquelle? On peut rien quand le peuple est dehors. C'est fort comme phrase. Oui, c'est très fort. Et ça résume parfaitement la conviction de l'auteur. Enfin, ce qu'il veut transmettre. La puissance de la mobilisation populaire. L'idée que quand les gens sortent massivement, le pouvoir est limité. C'est ça l'argument central. Donc pour résumer un peu, on part d'une manif en Côte d'Ivoire, PDCI, PPACI, contre un 4e mandat. C'est ça. Et on utilise cet événement, non pas tant pour analyser la politique ivoirienne en profondeur, mais plutôt pour envoyer un message très ciblé au Togo. Un appel à l'action, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. La vidéo transforme l'événement ivoirien en modèle. Elle dit « Regardez, c'est possible. Eux, ils agissent, pourquoi pas vous ?» C'est une instrumentalisation claire de l'actualité voisine à des fins de mobilisation. Et ça pose la question de l'impact de ces images, non? Exactement. C'est probablement ce qui a piqué la curiosité de la personne qui nous a envoyé cette source. Comment est-ce qu'un événement local, une fois filmé, commenté, partagé sur les réseaux, peut devenir un catalyseur ou en tout cas une source d'inspiration au-delà des frontières? Oui, comment ces exemples visuels façonnent l'idée de ce qui est possible, collectivement. Précisément, est-ce que ça change la perception? Est-ce que ça motive réellement? C'est une dynamique vraiment fascinante à observer aujourd'hui avec la circulation rapide de l'information, surtout dans cette région-là. Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je trouve. Au bout de plus d'1 an de la phase de transition et après un peu plus de 3 mois que les institutions sont en train de se mettre en place, je ne vois pas dans les attitudes des gens qui incarnent la 5e République des changements significatifs qui impactent les Togolais. On nous a dit dans cette 5e République que le premier responsable qui incarne les pouvoirs de toutes les institutions, qui peut décider de la vie et du sort de tout le monde, que cette personne sera proche et à l'écoute du peuple.
Et depuis qu'une partie du peuple revendique les problèmes de connexion, la personne ne dit rien du tout. Et des gens se disent que non, c'est pour défendre l'intérêt général, pour protéger les concitoyens. Non. Le schéma que cela met en avant, c'est comme si on agit plutôt pour l'intérêt personnel de cette personne-là. On veut protéger que cette personne au détriment de la majorité que nous sommes. Je ne me retrouve pas dans cette 5e République. Et finalement, j'en viens même à me poser des questions sur est-ce que finalement c'était une bonne idée ou est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art? Je ne pense pas. Alors si quelque chose ne peut pas nous arranger, on ne va pas admettre que ça nous dérange pendant encore longtemps. Non. Si quelque chose ne peut pas nous arranger, on ne peut pas admettre que ça nous dérange pendant longtemps. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vont, en leur nom personnel, prendre des décisions qui vont à l'encontre de la vie de la majorité. Mais comment défendre cela si la majorité n'arrive pas à dire oui, 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 nous ne nous retrouvons pas? Comment? Les gens disent non, nous sommes des jeunes diplômés, mais nous conduisons des millions. Nous conduisons les taxis, motos. Nous vendons les petits gadgets au bord des routes. En privé, les gens arrivent à le dire. Mais les personnes n'ont pas le courage de revendiquer leurs droits, de le dire publiquement, de le dire à visage découvert, pour que cela puisse nous permettre de défendre ou de faire écho de leur voix, pour que cela puisse être porté plus haut. C'est vrai qu'on veut se positionner comme étant la voix des sans-voix. Mais comment être la voix des voix qui ne résonnent pas? Comment prétendre être la voix des voix qui ne parlent pas? Comment on peut prétendre nous afficher comme, oui, défenseurs des droits et de la justice, quand ceux qui subissent l'injustice n'arrivent pas à crier haut et fort, oh, nous vivons dans l'injustice. Il faut qu'on sache que ce dont nous sommes engagés, ce dont nous sommes engagés, ce n'est pas une affaire d'une personne. Ça nous concerne nous tous. Nous sommes 9 millions. Dans les 9 millions, on peut dire qu'il y a 5 millions ou 6 millions de personnes qui aiment ce qui se passe. Mais s'il y a au moins 3 millions de personnes qui ne se retrouvent pas dedans, il faut que ces 3 millions aussi puissent le dire. Parce que quand on est premier responsable, on n'est pas premier responsable pour une ethnie ou pour une classe politique donnée. Pour ses partisans, non. Quand on occupe le rôle ou le poste de la première responsabilité du pays, on l'est pour tous les Togolais. Donc, il est de notre devoir d'écouter toutes les voix. Même si minoritaires elles sont, nous devons pouvoir les écouter et travailler à satisfaire tout le monde. C'est ça le rôle d'un dirigeant.